quelque part dans l'obscurité en ce moment, deux petits vaisseaux spatiaux dérivés loin de tout ce que nous avons jamais connu. Ils voyagent depuis près de 50 ans. Ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas de destination. Et pourtant, sans beaucoup de discussions, ce sont les machines les plus importantes que l'humanité ait jamais construites, car elles sont allées dans un endroit où nous n'étions jamais allés et ont renvoyé des données qui ont complètement changé ce que nous pensions savoir sur la limite même de notre système solaire. Les sondes Voyager n'étaient pas censées durer aussi longtemps. Ils ont été conçus pour une mission de 5 ans. Un sprint concentré au-delà de Jupiter et Saturne, une rafale d'images rapprochées et de mesures, et ensuite le travail serait terminé. C'était le plan. Ce qui s'est réellement passé est quelque chose que les ingénieurs et les scientifiques ont encore du mal à expliquer pleinement. Les sondes ont simplement continué à fonctionner. Les instruments continuaient d'envoyer des données. L'énergie a été maintenue. Et à mesure qu'ils voyageaient plus profondément dans l'espace que n'importe quelle machine créée par des humains avant eux, ils commencèrent à découvrir des choses que personne n'attendait. Ce qu'ils ont trouvé à la limite de notre système solaire était étrange, turbulent et à plusieurs endroits franchement déroutant. La frontière entre l'influence du Soleil et l'espace entre les étoiles s'est avérée n'être rien comme les scientifiques l'avaient imaginé. Il faisait plus chaud, c'était plus chaotique. Il bougea. Il était rempli d'une structure qu'aucun des meilleurs modèles n'avait prédite. Et même aujourd'hui, des décennies après les premières mesures, les chercheurs cherchent encore à comprendre ce que cela signifie en partie. Pour comprendre ce que Voyager a découvert, il est utile de d'abord comprendre ce qu'est réellement la limite du système solaire. Nous avons tendance à penser que le système solaire se termine quelque part autour de Neptune, la planète la plus éloignée. Mais en termes physiques, la frontière du système solaire n'est pas définie par les planètes, mais par l'énergie du Soleil. Le Soleil souffle constamment un vent de particules chargées dans toutes les directions. Ce vent solaire transporte avec lui le champ magnétique du Soleil, gonflant une bulle d'influence solaire qui s'étend bien au-delà des planètes, des centaines de fois au-delà de l'orbite de Neptune. Cette bulle s'appelle l'héliosphère. Son bord extérieur, où les particules du Soleil s'arrêtent finalement et laissent place à la matière entre les étoiles, est la véritable frontière de notre système solaire. Avant Voyager, aucun objet créé par l'homme n'avait approché cette limite pour l'étudier directement. La structure des bords extérieurs de l'héliosphère était une conjecture éclairée, fondée sur 50 ans de physique théorique, mais une conjecture néanmoins. Voyager a complètement changé cela. Les deux sondes ne se contentèrent donc pas de traverser la limite du système solaire. Ils l'ont cartographiée, mesurée, et ont découvert que c'était bien plus étrange, bien plus complexe et bien plus surprenant que ce que la théorie avait prédit. Une fenêtre qui s'ouvre tous les 176 ans. Tout a commencé par un alignement rare qui se produit environ tous les 176 ans. À la fin des années 1970, les 4 planètes géantes du système solaire externe, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, devaient se positionner de manière à permettre à un seul engin de les visiter toutes en séquence, utilisant la gravité de chaque planète pour se lancer vers la suivante. Cette technique s'appelle l'assistance gravitationnelle ou manœuvre de frêle. Au lieu de brûler du carburant pour atteindre chaque planète indépendamment,
un vaisseau spatial peut tomber sous l'attraction gravitationnelle d'une planète. Utiliser cette attraction pour gagner de la vitesse et être lancé dans une nouvelle direction. Comme une balle tournoyant autour du bras de quelqu'un, puis relâchée. La NASA a compris que si elle lançait des sondes en 1977, elle pourrait les envoyer en grand tour du système solaire extérieur à une fraction du coût et en une fraction du temps qu'elle aurait autrement nécessaire. L'idée n'était ni évidente ni simple. Il avait été développé à la fin des années 1960 par un jeune ingénieur aérospatial nommé Gary Flandreau, qui faisait une étude d'été au JPL lorsqu'il a remarqué l'opportunité d'alignement des positions planétaires à la fin des années 1970. Flandreau calcula qu'un engin spatial lancé en 1970 ou 7 pouvait visiter les 4 planètes extérieures grâce à des assistances gravitationnelles et que le temps total de mission pour un voyage qui aurait autrement pris des décennies de vol direct pouvait être compressé en 12 ans. Son calcul fut la graine dont la mission voyagée a émergé. Sans elle, aucune des 2 sondes n'aurait été construite. La fenêtre était courte. S'ils la perdaient, les planètes ne s'aligneraient pas à nouveau avant bien avancer le siècle suivant. Ils ne l'ont pas perdue. Le 20 août 1977, Voyager 2 a décollé de Cape Canaveral, en Floride. 16 jours plus tard, le 5 septembre, Voyager 1 poursuivit une trajectoire plus rapide et plus directe. Malgré son lancement en seconde position, Voyager 1 a rattrapé et dépassé son jumeau en quelques mois. À partir de ce moment, Voyager 1 a toujours été la sonde la plus éloignée des 2 sondes de la Terre. Et aujourd'hui, à plus de 160 unités astronomiques du Soleil, elle détient le record de l'objet créé par l'homme le plus lointain de l'histoire. D'ici novembre 2026, il devrait atteindre une distance d'une journée-lumière complète de la Terre. Un jalon qui aurait été impensable lorsque le vaisseau a été assemblé dans un laboratoire californien au milieu des années 1970. Les vaisseaux eux-mêmes étaient des pièces d'ingénierie remarquables pour leur époque. Chacun pesait environ 1800 livres, à peu près la taille d'une petite voiture. Ils n'étaient pas alimentés par des panneaux solaires, qui auraient été presque inutiles sur les distances qu'ils étaient censés parcourir, mais par des dispositifs appelés générateurs thermoélectriques, à radioisotope, ou RTG. Ces appareils fonctionnent en convertissant la chaleur du plutonium naturellement en décomposition en électricité. C'est un processus lent et régulier qui produit une quantité limitée d'énergie. Au lancement, chaque voyageur disposait d'environ 470 watts, soit à peu près suffisant pour alimenter quelques lampes domestiques. Chaque année depuis, ce chiffre a diminué d'environ 4 watts à mesure que le plutonium se désintègre lentement. Chaque vaisseau spatial transportait 10 instruments scientifiques, des caméras, des magnétomètres pour mesurer les champs magnétiques, des dispositifs pour détecter les particules chargées, des détecteurs de plasma et un sous-système d'ondes de plasma, essentiellement une antenne conçue pour capter les oscillations électriques dans l'espace autour du vaisseau. Ce dernier instrument, en particulier, s'avéra être l'un des équipements les plus importants de l'une ou l'autre sonde. Finalement, il entendrait des choses dans l'espace interstellaire que personne n'avait pensé entendre. Ces instruments étaient la clé. Les caméras ont capté toute l'attention dès le début. Les images dramatiques en gros plan des tempêtes de Jupiter, des anneaux de Saturne,
des lunes glacées d'Uranus et de Neptune. Mais ce sont les instruments plus discrets, mesurant les particules, les champs magnétiques et le plasma, qui ont finalement révélé les secrets les plus profonds de la limite du système solaire. Lorsque les caméras ont été éteintes au début des années 1990 pour économiser de l'énergie, ces autres instruments ont continué à fonctionner. Ils fonctionnent encore aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, envoyant des données depuis des endroits où aucune autre machine dans l'histoire n'a été présentée. Jupiter, la première révélation. Voyager 1 est arrivé à Jupiter en mars 1979, environ 1 an et demi après son lancement. Ce qu'il y trouva, c'était un monde qui ne ressemblait presque rien à ce que les astronomes avaient imaginé à partir d'observations terrestres. La grande tache rouge de Jupiter, une tempête observée par des télescopes depuis des centaines d'années, s'est avérée bien plus complexe de près que n'importe quelle observation au sol ne pouvait le montrer. C'était un système agité et organisé, avec une structure interne qui changeait d'une manière que les scientifiques n'avaient même pas anticipée. Les bandes nuageuses entourant Jupiter se sont révélées être complexes et constamment changeantes de couches de chimie, portées par des vents atteignant plus de 400 000 à l'heure. Il a été confirmé que la foudre crépitait dans l'atmosphère, générant de puissantes impulsions radio que les instruments de Voyager pouvaient détecter à des milliers de kilomètres. Et Voyager 1 a trouvé un faible anneau autour de Jupiter. Avant Voyager, Saturne n'était connu que pour avoir des anneaux. Après Voyager, les anneaux sont devenus une caractéristique que les scientifiques espéraient rechercher autour de toute planète géante gazeuse. 2 nouvelles petites lunes, Thebe et Métis, ont été découvertes dans le processus, orbitant juste à l'extérieur de l'anneau. Mais la plus grande surprise n'était pas la planète elle-même. C'était l'une de ces lunes. Io, la plus intérieure des 4 grandes lunes de Jupiter, était censée être un monde calme, géologiquement mort, quelque chose comme notre propre lune, rempli de cratères anciens, mais autrement immobiles. Au lieu de cela, les caméras de Voyager 1 ont capturé quelque chose qui a choqué l'équipe scientifique. Des volcans actifs, entrant en éruption en temps réel, projetant des panaches de matière à des centaines de kilomètres dans l'espace. C'était la première fois qu'une activité volcanique active était détectée sur une autre planète que la Terre. Lorsque Voyager 2 est arrivé quelques mois plus tard, 8 des 9 volcans que Voyager 1 avait photographiés étaient encore en éruption active. Io s'est avéré être le corps le plus géologiquement actif de tout le système solaire, son intérieur continuellement comprimé et chauffé par la force gravitationnelle massive de Jupiter. Cela s'appelait le chauffage par marée, le même procédé de base qui maintient une balle en caoutchouc chaude quand on la presse à plusieurs reprises. Cette découverte a changé ce que les scientifiques pensaient en possible sur d'autres mondes. Cela a ouvert de nouvelles questions sur les endroits où l'activité géologique, et possiblement les conditions de vie, pourraient exister ailleurs dans l'espace. Avant Io, l'activité volcanique sur un autre monde n'était pas quelque chose que les scientifiques s'attendaient sérieusement à voir. Après Io, il est devenu un sujet de recherche sérieuse partout où les conditions gravitationnelles étaient appropriées. Europe, une autre grande lune de Jupiter, a offert un autre type de révélation.
Les images de voyageurs montraient une surface recouverte de glace, avec très peu de cratères d'impact, ce qui, en sciences planétaires, signifie que la surface est jeune et en constant renouvellement plutôt que vieille et statique. De longues lignes croisées et des motifs de fractures traversant la surface glacée, en des motifs qui ressemblaient presque à la glace flottante brisée que l'on voit dans l'océan Arctique sur Terre. De grandes plaques de glace qui s'étaient déplacées puis regelées, laissant derrière elles des traînées de mouvement. Cela a conduit certains scientifiques à suggérer prudemment que de l'eau liquide pourrait exister sous la glace, maintenu décongelé par les mêmes forces de marée qui alimentent les volcans d'Io. C'était une déduction remarquable à tirer uniquement de photographies. Mais les missions ultérieures le confirmeraient. Europa est désormais considéré comme l'un des meilleurs candidats du système solaire pour accueillir de l'eau liquide et possiblement de la vie. L'océan sous sa glace est estimé être plus profond que l'ensemble du volume océanique de la Terre. Le chauffage des marées de Jupiter le maintient liquide, même si Europa orbite à des milliards de miles du Soleil, dans des conditions qui gèleraient toute eau exposée en quelques secondes. Le satellite Europa Clipper de la NASA, lancé en 2024, est en route pour étudier la Lune en détail. Tout ce travail remonte à quelques dizaines de photographies prises par un vaisseau spatial de la taille d'une petite voiture en 1979. Ganymède, une autre des grandes lunes de Jupiter, s'est avérée être la plus grande lune du système solaire, plus grande que la planète Mercure. Elle possède son propre champ magnétique, ce qui en fait la seule lune du système solaire connue pour en générer un. Callisto, la plus externe des 4 grandes lunes, est si densément cratérisée que sa surface a à peine changé depuis le système solaire primitif. Essentiellement un paysage fossile datant de 4 milliards d'années. Chacune des 4 grandes lunes de Jupiter s'est révélée être un monde distinct et scientifiquement significatif en soi. Et les 4 sont désormais des cibles de missions de suivi dédiées. Ensemble, les 2 sondes ont pris plus de 33 000 photographies de Jupiter et de ses lunes. Et les mesures qu'elles ont collectées ont réécrit ce que l'on savait de l'ensemble du système Jupiter. Les 2 sondes ont ensuite utilisé la gravité de la planète pour se lancer vers Saturne. Saturne, là où l'inattendu est devenu une routine. Voyager 1 est arrivé à Saturne en novembre 1980. Ce qu'il a découvert s'est renforcé sur l'expérience Jupiter d'une manière qui, si possible, était encore plus surprenante. Les anneaux de Saturne, que les astronomes avaient étudiés depuis la Terre pendant plus de 300 ans, se sont révélés bien plus complexes que ce que n'importe quel télescope avait révélé. Au lieu d'être lisses et uniformes, ils étaient divisés en milliers d'anneaux individuels, avec des espaces, des ondes, des spirales et des caractéristiques particulières, en forme de rayons apparaissant et tournant avec la planète elle-même plutôt qu'avec le matériau de l'anneau. Les radios étaient particulièrement déroutantes. Les particules de l'anneau orbitant à différentes vitesses selon leur distance par rapport à Saturne, les particules internes se déplaçant plus vite, les particules extérieures plus lentement. C'est la mécanique orbitale de base. Mais ces rayons se comportaient comme s'ils étaient des structures rigides, tournant ensemble comme une unité. L'explication finalement trouvée fut que de minuscules particules de poussière chargées dans les anneaux étaient soulevées sur le plan de l'anneau par le champ magnétique de Saturne, créant les motifs de rayons. Comprendre cela nécessitait de combiner les données de la caméra avec les mesures du champ magnétique, ce qu'un seul instrument
n'aurait pas pu découvrir à lui seul. Voyager a également découvert de petites lunes appelées lunes bergères en orbite à l'intérieur du système d'anneaux, dont la gravité était responsable de maintenir certains anneaux clairement définis. Sans ces lunes, les bords des anneaux se seraient étalés et flous avec le temps. La sonde a découvert 5 nouvelles lunes de Saturne qui n'avaient jamais été détectées depuis la Terre, et a révélé que le champ magnétique de Saturne était bien plus grand et structuré que ce que toute mesure terrestre avait laissé penser. Mais l'arrêt le plus scientifiquement significatif sur Saturne était Titan, la plus grande lune de la planète. On savait depuis longtemps que Titan possédait une atmosphère. La seule lune du système solaire à en posséder une substantielle. Les planificateurs de la mission Voyager 1 ont choisi de survoler Titan de manière extrêmement rapprochée, bien que cela aurait placé la sonde sur une trajectoire qui la ferait sortir du plan du système solaire, rendant impossible sa poursuite vers Uranus et Neptune par la suite. La science était considérée comme valable du sacrifice. Lorsque Voyager 1 a survolé Titan, il a trouvé une atmosphère dense, brumeuse et étonnamment familière à un point clé. Elle était dominée par l'azote, ainsi que par l'atmosphère terrestre. La brume elle-même était un dense smog orangé-brun qui masquait complètement la surface. Les caméras de voyageurs ne voyaient pas du tout le sol. Mais les autres instruments pouvaient analyser la composition chimique de l'air. Et ce qu'ils ont découvert était remarquable. L'atmosphère de Titan était remplie de méthane et de molécules organiques plus complexes, des composés à base de carbone du type qui, sur la Terre primitive, étaient les matières premières d'où la vie est finalement apparue. Les scientifiques l'ont décrit comme une chimie prébiotique se déroulant sur un autre monde en temps réel. Sur la base de mesures atmosphériques, certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le méthane liquide pourrait s'accumuler sur la surface cachée de Titan, les rivières et les lacs de méthane, agissant comme l'eau agit sur Terre, mais à des températures de moins 180 degrés Celsius. Les questions soulevées par cette observation sur la surface de Titan, sa chimie, et sur la possibilité que ces molécules organiques se soient assemblées en quelque chose de plus complexe sur des milliards d'années, sont encore activement étudiées aujourd'hui. La surface est restée cachée jusqu'à l'arrivée de la mission Cassini-Huygens en 2004, lorsqu'une sonde a traversé l'atmosphère de Titan pour atterrir à la surface, trouvant, entre autres, exactement le type de lacs et de chenaux fluviaux d'hydrocarbures que les mesures atmosphériques de voyageurs avaient été suggérées comme pourraient s'y trouver. Pendant ce temps, Voyager 2 avait été envoyé sur un autre chemin sur Saturne qui préservait la capacité de continuer vers Uranus et Neptune. Cette décision fut le deuxième grand pari du programme Voyager, et elle a totalement porté ses fruits. Voyager 2 allait devenir le seul vaisseau spatial de l'histoire à avoir visité les 4 planètes extérieures, et il reste le seul engin à avoir vu Uranus et Neptune de près. Uranus et Neptune, à la limite du connu. Voyager 2 est arrivé à Uranus en janvier 1986, après un voyage de près de 5 ans depuis Saturne. Il trouva une planète dont le champ magnétique était incliné de près de 60 degrés par rapport à son axe de rotation, bien plus extrême que celui de toute autre planète, et déplacé du centre de la planète elle-même. Cette étrange géométrie magnétique suggérait qu'une substance inhabituelle la générait profondément dans la planète, probablement une couche d'eau ionisée ou d'ammoniac sous haute pression plutôt que la couche d'hydrogène métallique responsable des champs magnétiques de Jupiter et Saturne.
11 lunes jusque-là inconnues ont été découvertes autour d'Uranus, et 2 anneaux jusque-là inconnus ont été confirmés. S'ajoutant beaucoup rares détectés sur Terre lors d'une occultation stellaire en 1977. Les images de Voyager 2 ont également révélé les surfaces des 5 plus grandes lunes d'Uranus: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. Et la plus petite d'entre elles, Miranda, s'est avérée posséder l'une des surfaces géologiquement les plus chaotiques du système solaire. C'était un mélange désordonné de terrains qui semblait avoir été démonté et remonté, y compris une falaise appelée Verona Rups, qui s'étend sur plus de 12 miles, la plus haute falaise connue de n'importe quel monde du système solaire. Uranus s'est également avéré être l'une des planètes les plus déconcertantes énergétiquement. Toutes les autres planètes géantes rayonnent nettement plus d'énergie que ce qu'elles reçoivent du Soleil, émettant de la chaleur interne, la chaleur résiduelle de leur formation, il y a des milliards d'années. Uranus fait exception. Il rayonne à peu près autant d'énergie que celui qu'il reçoit du Soleil, avec très peu de chaleur interne à mentionner. Les scientifiques débattent encore pourquoi. Aussi, une idée est qu'un impact important a depuis longtemps mélangé l'intérieur de la planète d'une manière qui a emprisonné sa chaleur interne profondément, l'empêchant de remonter à la surface. Mais le mécanisme reste incertain, et Uranus reste la planète la plus thermiquement inhabituelle du système solaire. Neptune, en août 1989, fut la rencontre la plus dramatique de toutes. Les scientifiques espéraient une planète plus calme, étant donné le peu de lumière du Soleil qui y pénètre. À la place, Voyager 2 a rencontré un système orageux appelé la Grande Tache Sombre, comparable en échelle à la Grande Tache Rouge de Jupiter, et des vents atteignant plus de 1500 miles à l'heure, les plus rapides jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Ces vents ont été un vrai choc. Sur une planète qui ne reçoit qu'1 millième de la lumière solaire que reçoit la Terre, on ne s'attendrait pas à un budget énergétique nécessaire pour alimenter des vents aussi extrêmes. Neptune génère une chaleur interne importante, plus d'énergie qu'elle ne reçoit du Soleil. Et cette chaleur interne pourrait être ce qui alimente la dynamique atmosphérique. Mais le mécanisme exact n'est pas encore entièrement compris. Au moment où Voyager 2 termina sa rencontre avec Neptune, les 2 sondes ensemble avaient produit un catalogue de découvertes qui aurait été remarquable dans n'importe quelle mission individuelle. 4 nouveaux systèmes d'anneaux, des dizaines de nouvelles lunes. Activité volcanique active sur Io et Geyser sur Triton. Possibles océans souterrains en Europe. Chimie organique dans l'atmosphère de Titan. Temps extrêmes à Neptune. Géométrie magnétique inexpliquée sur Uranus. Une toute nouvelle compréhension de la complexité et de la diversité du système solaire extérieur. Si la mission s'était terminée avec la rencontre avec Neptune en 1989, elle aurait tout de même figuré parmi les missions les plus scientifiquement productives de l'histoire de l'espace. Mais la mission ne s'arrêta pas là. Les 2 sondes ont continué. Et dans les décennies qui suivirent, ils s'envolèrent dans un territoire que personne n'avait planifié et que personne n'attendait vraiment, à la limite même du système solaire. Dans l'obscurité, la mission interstellaire Voyager. Lorsque Voyager 2 a terminé son survol de Neptune en août 1989, les 2 sondes ont officiellement été transférées à ce que la NASA a appelé la mission interstellaire Voyager. Les caméras ont finalement été éteintes
pour économiser de l'énergie, sur Voyager 1, cela s'est produit en 1990, après que la sonde ait reçu l'ordre de tourner une dernière fois pour photographier le système solaire qu'elle quittait. Ce qui en a résulté fut l'une des images les plus célèbres de l'histoire des sciences. À une distance d'environ 3,7 milliards de miles, Voyager 1 a capturé une mosaïque de 60 photographies couvrant le système solaire intérieur. 6 planètes apparaissent dans ces peintures: Mercure, Vénus, Terre, Jupiter, Saturne et Uranus. La Terre apparaît dans l'un d'eux sous forme d'un point bleu pâle, à peine 1 pixel de large, posé dans un rayon de soleil dispersé. L'image a demandé du courage à prendre. Plusieurs ingénieurs du GPL s'étaient opposés au pointage des caméras de Voyager 1 vers le Soleil, craignant des dommages potentiels aux instruments. L'argument contraire, selon lequel il s'agissait peut-être de la photo la plus importante jamais prise, l'emporta. Carl Sagan, qui avait poussé à capturer la photographie, en a écrit d'une manière qui est devenue l'un des passages les plus réimprimés de l'histoire de la communication scientifique. Il a décrit ce que signifie regarder notre planète réduite à un seul point de lumière dans l'obscurité. L'endroit où, dans toute l'histoire, chaque être humain ayant jamais vécu est né, a combattu, aimé, créé, détruit et à ses morts. Tous les empires, à chaque guerre, chaque instant de cruauté et de générosité, comprimé en une tache, à peine discernable d'un défaut dans l'image. Le point bleu pâle ne modifiait aucune compréhension scientifique du système solaire. Il n'a répondu à aucune question d'enquête. Mais cela a apporté quelque chose que les données pures offrent rarement. Un sens de la proportion qui se ressent plutôt que simplement à être compris. En regardant cette image, les gens ne pouvaient pas simplement raisonner pour apprécier la petite taille de la Terre. Ils pouvaient le voir. Sur une seule photo, Voyager a transmis quelque chose que des décennies de descriptions écrites des distances astronomiques n'avaient pas réussi à rendre viscéralement réel. La photo a été prise le 14 février 1990, jour de la Saint-Valentin, et il a été débattu de savoir si c'était intentionnel ou fortuit. Quoi qu'il en soit, la photographie et la réflexion de Sagan à son sujet sont devenus un artefact culturel aussi important que la mission qui l'a produite. Il est apparu sur des couvertures de livres, lors de conférences, lors de cérémonies commémoratives. Sagan l'a utilisé comme titre d'un livre. Plus de 30 ans plus tard, elle reste l'une des images les plus partagées de l'histoire de l'exploration spatiale. Après que les caméras aient été définitivement éteintes, les 2 sondes volaient à l'aveugle au sens le plus littéral possible. Plus de photos, plus de traces visuelles de leur destination. Juste des instruments, mesurant l'invisible, les champs, particules et plasma qui remplissaient l'immense espace sombre à travers lequel les vaisseaux se déplaçaient. Ce que personne ne savait à l'époque, c'était combien de temps ce voyage prendrait, ni ce que les sondes trouveraient une fois arrivées à la limite de l'influence du Soleil. L'héliosphère, la vaste bulle que le Soleil crée autour d'elle, en poussant constamment les particules chargées vers l'extérieur, était une construction théorique depuis des décennies. Les scientifiques avaient une idée générale de ce à quoi ils devaient ressembler, mais pas de mesure directe de ces régions externes. Le Soleil libère constamment un flux de particules chargées appelé vent solaire, qui s'écoule vers l'extérieur à des centaines de kilomètres par seconde dans toutes les directions, poussant contre le gaz et la poussière flottant entre les étoiles. À un moment donné,
Cette poussée vers l'extérieur doit égaler la pression intérieure de ce matériau interstellaire, et le vent solaire doit s'arrêter. Mais à quelle distance exactement? Et à quoi ressemblait vraiment cette limite? Voyager allait le découvrir. Je n'avais aucune idée à quel point la réponse serait étrange et combien de choses qui semblaient simples en théorie s'avéreraient en complexes, dynamiques et pleines de structure au moment où un véritable vaisseau spatial arriverait et les mesurerait directement. Le choc de terminaison. Là où le vent solaire heurte un mur. La première grande limite que les sondes devaient rencontrer fut appelée le choc de terminaison. Voici une façon utile de voir les choses. Imaginez de le secouer d'un robinet et frapper le fond d'un lavabo plat. Près du point d'impact, l'eau s'étend vers l'extérieur en une fine couche rapide. Mais à une certaine distance du centre, il y a un anneau visible où l'eau s'accumule soudainement et ralentit. Le point où l'eau à mouvement rapide perd son élan face à l'eau plus lente autour d'elle. Le choc de terminaison est la même idée à une échelle astronomique. Le vent solaire s'écoule vers l'extérieur du Soleil à une vitesse supersonique, plus rapide que la vitesse du son dans le plasma qu'il traverse. À une certaine distance du Soleil, ce plasma solaire à mouvement rapide atteint la pression accumulée du milieu interstellaire et ralentit brusquement, de la même manière que l'eau se réchauffe dans cet anneau dans l'évier. Cette transition soudaine du supersonique au subsonique, cet anneau dans l'espace, est ce que les scientifiques appellent le choc de terminaison. Pendant des décennies avant que Voyager ne l'atteigne, cette limite était purement théorique. Aucun vaisseau spatial n'avait voyagé assez loin pour le trouver. Voyager 1 l'a traversé en décembre 2004, à environ 94 unités astronomiques du Soleil, à environ 8,7 milliards de miles. Voyager 2 l'a franchi en août 2007, à environ 84 unités astronomiques, un peu plus près du Soleil. Le fait que les deux traversées aient eu lieu à des distances différentes du Soleil lui-même était une découverte importante. Il a expliqué aux scientifiques que le choc de terminaison n'est pas une sphère fixe située à une distance stable et stable du Soleil. Respire. Lorsque le Soleil est le plus actif, produisant plus de vent solaire pendant les années les plus intenses de son cycle d'activité de 11 ans, le choc est poussé vers l'extérieur. Lorsque le Soleil se calme, la pression interstellaire regagne un peu de terrain et le choc se déplace vers l'intérieur. Voyager 1 et Voyager 2, se croisant depuis des directions et à des points différents du cycle solaire, avaient en capté le choc à deux positions différentes, confirmant directement que l'héliosphère est une structure dynamique et changeante plutôt qu'une bulle statique. Ce que les sondes mesuraient à ce stade n'était pas exactement ce que les modèles avaient prédit. La théorie standard disait que lorsque le vent solaire s'écrase sur cette frontière et se réchauffe de façon spectaculaire, la majeure partie de l'énergie cinétique de ce ralentissement sert à chauffer les particules de base du vent solaire, les protons et les électrons qui composent la majeure partie du plasma. Le choc devait être très chaud directement, les particules thermiques s'absorbant la majeure partie de l'énergie libérée. Au lieu de cela, le plasma s'est avéré plus froid que ce que les modèles indiquaient. L'énergie n'allait pas là où elle devait aller. Quelque chose d'autre l'absorbait. La réponse concernait un type de particules appelé ions de captation. Ce sont des atomes neutres de l'espace interstellaire, principalement des atomes d'hydrogène qui flottent dans l'héliosphère.
voient leurs électrons arrachés par le rayonnement ultraviolet du Soleil, puis deviennent des particules chargées emportées par le vent solaire. Lors du choc de terminaison, ces ions de collecte plus lourds ont absorbé la majeure partie de l'énergie du ralentissement du vent solaire plutôt que du plasma thermique plus léger. Ils ont été accélérés à des énergies très élevées et sont devenus ce que les scientifiques appellent des rayons cosmiques anormaux. Cette découverte a modifié la façon dont les scientifiques modélisent le choc de terminaison, ajoutant un facteur important à la physique. Aucun des modèles dominants de savants voyagers n'avait accordé suffisamment de considération. Voyager 1 a également détecté quelque chose d'inattendu dans le comportement du vent solaire lui-même, juste au-delà du choc. Le vent était plus lent que prévu par les modèles, et à certains moments, il semblait reculer, reculant vers le Soleil plutôt que de continuer vers l'extérieur. Cela a finalement été compris comme lié à la pression variable du milieu interstellaire et à la géométrie complexe du champ magnétique rotatif du Soleil. Ce champ s'étend vers l'extérieur à travers le système solaire en spirale. La même géométrie de base qu'un arroseur de pelouse rotatif. Et les bandes magnétiques alternées qu'il crée étaient encore détectables après le choc de terminaison, mais se déplaçant beaucoup plus lentement qu'auparavant. Au sein du crash, une nouvelle bande magnétique pouvait passer devant le vaisseau tous les 13 jours. Au-delà de cela, la même bande pouvait mettre plus de 100 jours à passer. C'était une illustration vivante de la façon dont le caractère du vent solaire change radicalement une fois qu'il a livré la majeure partie de son énergie à la limite. Le fourreau de l'héliosphère. Rien de comparable à ce que personne n'aurait imaginé. Au-delà du choc de terminaison se trouve une région appelée la gaine d'héliosphère. C'est la couche externe de l'héliosphère, la zone entre le choc de terminaison et la limite finale de la portée du Soleil. Avant voyager, c'était un territoire totalement inconnu. Les scientifiques avaient un des modèles de ce à quoi cela pourrait ressembler. Mais ces modèles, comme les précédents, se sont révélés erronés, de manière intéressante plutôt qu'embarrassante. Voyager 1 a passé environ 8 ans à traverser la capsule d'héliosphère de 2004 à 2012. Voyager 2 a effectué sa propre traversée sur une portée similaire, mais dans une direction complètement différente. Ce que les deux sondes ont trouvé, c'est une région turbulente, stratifiée et pleine de structures que l'image de l'héliosphère avant Voyager n'avait jamais anticipées. L'une des premières surprises concernait les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des particules à très haute énergie, des fragments subatomiques accélérés presque à la vitesse de la lumière par des événements violents dans la galaxie, tels que des ondes de choc lors d'explosions de supernovas ou des environnements autour de trous noirs massifs. Lorsque ces particules essaient de s'écouler vers l'intérieur, vers le Soleil, elles doivent pousser contre la pression extérieure du vent solaire et son champ magnétique. Les scientifiques s'attendaient à ce que l'intensité des rayons cosmiques atteigne son pic juste au moment du choc de terminaison. L'idée était que ces particules rebondiraient à répétition à travers le choc, gagnant de l'énergie à chaque rebond, faisant du choc le principal site d'accélération des rayons cosmiques. À l'approche du crash, Voyager aurait dû y trouver les plus fortes concentrations de ces particules. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'intensité des rayons cosmiques n'a pas atteint son pic lors du choc de terminaison. Elle a continué d'augmenter à mesure que les deux sondes s'enfonçaient plus profondément dans la gaine d'héliosphère, comme si la véritable source ou point d'accumulation se trouvait quelque part au-delà, possiblement dans l'héliopause,
voire au-delà. L'amortisseur de terminaison était un accélérateur plus faible que ce que les deux modèles avaient prévu. Cette découverte a forcé une réévaluation importante de la manière dont l'héliosphère interagit avec l'environnement galactique qui l'entoure. Puis vint quelque chose d'encore plus inattendu. En 2011, des scientifiques ayant analysé les données des deux sondes voyagées ont publié des résultats qui ont complètement renversé l'image existante de la gaine externe de l'héliosphère. Pendant des décennies, les Sukku scientifiques avaient imaginé le champ magnétique solaire dans cette région comme une série d'arcs ou de lignes de champs élégants et organisés s'éloignant du Soleil, mais se courbant vers l'arrière et finissant par se connecter au champ magnétique solaire dans une structure lisse et ordonnée. Le fourreau d'héliosphère était censé ressembler à une chevelure soigneusement peignée. Ce que Voyager trouva à la place, c'était de la mousse. À mesure que le vent solaire se réchauffe dans la gaine externe de l'héliosphère et que le motif en spirale du champ magnétique rotatif du Soleil se comprime, quelque chose d'inhabituel se produit aux lignes de champ. Les lignes de champ magnétique pointant dans des directions opposées sont pressées l'une contre l'autre. Quand cela arrive, ils ne restent pas simplement assis côte à côte. Ils se cassent et se reconnectent dans une configuration complètement différente. Ce processus, appelé reconnexion magnétique, se produit partout dans le Soleil et c'est être responsable des éruptions solaires et des aurores sur Terre. Dans la capsule d'héliosphère, se produisant à grande échelle, elle transforme le champ spiral, organisé en une mer turbulente de bulles magnétiques autonomes, des boucles de champ qui ne sont plus reliées au Soleil, mais flottent librement, chacune d'environ 100 millions de milles de diamètre. C'est à peu près la même distance que la Terre au Soleil. Chaque bulle est aussi grande. Et il y en avait un grand nombre, entassés à travers la gaine extérieure de l'héliosphère, comme de la mousse dans l'eau, ou des bulles dans un jacuzzi. Voyager 1 était entré dans cette région de bulles vers 2007. Voyager 2 a suivi environ 1 an plus tard. À l'époque, les relevés de l'instrument étaient en flou, le nombre de particules sautant brusquement d'une zone voisine à l'autre, d'une manière qui ne correspondait à aucun modèle. Il a fallu des années de modélisation informatique détaillée, basée sur les données de voyageurs, pour comprendre ce que les engins spatiaux traversaient réellement. Lorsque le tableau est enfin devenu clair, il s'agissait d'une refonte complète de ce que les scientifiques pensaient que le système solaire extérieur avait envisagé. Le bouclier magnétique lisse et bien rangé qui avait été imaginé pendant des décennies, l'image de l'héliosphère comme une bulle propre et superposée avec une structure magnétique bien organisée, avait été remplacée par quelque chose de beaucoup plus dynamique et chaotique. Le fourreau d'héliosphère n'était pas un simple bouclier. C'était un filtre complexe et poreux qui gère les rayons cosmiques d'une manière dont le système solaire intérieur et la Terre dépendent encore, et que les scientifiques cherchent encore à comprendre pleinement. La zone de stagnation, là où le vent solaire s'arrête complètement. Alors que Voyageur 1 s'enfonçait plus profondément dans la capsule d'héliosphère après la zone de bulle, elle entra dans une autre région qui n'était apparue dans aucun des deux modèles. Les scientifiques ont fini par appeler cela la région de stagnation. À partir d'environ 2010, à environ 113 unités astronomiques du Soleil, les instruments de Voyager 1 ont enregistré quelque chose qui a mis un certain temps à assimiler. La vitesse de sortie du vent solaire était tombée exactement à 0.
Le vent qui s'éloignait du Soleil depuis le départ de la sonde sur Terre, plus de 30 ans plus tôt, s'était complètement arrêté. Le mouvement vers l'extérieur avait disparu. Le vent solaire ne revenait pas, il restait là, immobile, maintenu en place par la pression du milieu interstellaire, poussant vers l'intérieur, avec une force égale de toutes parts. En même temps, le champ magnétique autour de la sonde doublait en intensité. Les lignes de champ, qui avaient été étendues à travers la gaine d'héliosphère, étaient désormais pressées et concentrées par l'énorme pression exercée par le milieu interstellaire contre la peau externe de l'héliosphère. Et le nombre d'électrons à haute énergie arrivant de l'extérieur du système solaire, particules générées par des événements dans la galaxie plus large, a augmenté d'environ 100 fois. Pris ensemble, ces relevés dressaient le tableau d'une zone sous une compression extrême, où le vent solaire avait été complètement vaincu par la pression interstellaire environnante, où le champ magnétique avait été concentré à presque 2 fois sa force précédente par l'effet de compression de cette même pression, et où la frontière entre notre système solaire et le reste de la galaxie était suffisamment proche pour que des particules galactiques s'infiltrent de la peau externe en grand nombre. Voyager 1 a passé environ 2 ans à dériver dans cette région de stagnation, et chaque mesure effectuée durant cette période a confirmé que la frontière entre l'héliosphère et l'espace interstellaire était bien plus stratifiée et pressurisée que ce à quoi on s'attendait. Il n'y avait pas une seule ligne claire entre l'intérieur et l'extérieur. Il y avait plusieurs zones imbriquées, chacune avec son caractère distinct, chacune nécessitant d'ajuster les modèles d'une manière que personne n'avait anticipée. L'autoroute magnétique, la dernière porte avant l'espace interstellaire. À la mi-2012, Voyager 1 était entré dans la région que les scientifiques appelleront plus tard l'autoroute magnétique. Dans la zone de stagnation et au-delà, les lignes du champ magnétique du Soleil avaient été plaies et parallèles par le milieu interstellaire environnant. À un certain moment, ces lignes de champ aplaties ont commencé à se connecter directement aux lignes de champ magnétique de l'espace interstellaire. Les 2 environnements magnétiques, celui produit par notre Soleil et celui produit par la plus grande structure magnétique de la galaxie, se rejoignaient à la frontière. Et le long de ces lignes de champ connectées, des particules chargées se déplaçaient librement dans les 2 directions. Des particules de basse énergie provenant de l'héliosphère s'écoulaient vers l'extérieur, s'échappant dans l'espace interstellaire le long de ces connexions de lignes de champ. Des rayons cosmiques galactiques à haute énergie affluaient vers l'intérieur, déferlant dans le système solaire en plus grand nombre jamais enregistré par Voyager. Pour les scientifiques qui examinaient les données, cela créait une situation véritablement étrange. Les instruments à particules affichaient des relevés qui ressemblaient, à bien des égards, à ce que les scientifiques s'attendaient à ce que l'espace interstellaire ressemble. Les particules solaires à faible énergie avaient essentiellement disparu. Les rayons cosmiques galactiques étaient à leur intensité maximale. Mais une chose cruciale n'avait pas changé: la direction du champ magnétique. Dans l'héliosphère, le champ pointe dans une direction déterminée par le Soleil. Dans l'espace interstellaire, on s'attendait à ce qu'elle pointe dans une direction différente, déterminée par la structure du champ magnétique galactique. Ce changement n'était pas encore arrivé. Alors, que faisait vraiment Voyager? La réponse était une région qu'aucun modèle n'avait anticipée, une zone où les champs de l'héliosphère et de l'espace interstellaire étaient déjà liés
et échangeaient librement des particules, mais où la direction générale du champ appartenait toujours à l'héliosphère. C'était la dernière porte, une région où les deux environnements se mêlaient, sans que l'un n'ait complètement remplacé l'autre. Ed Stone, scientifique du projet Voyager à l'Institut de technologie de Californie, l'a décrit à l'époque comme capable de goûter à quoi ressemblait l'espace interstellaire. Des particules extérieures circulaient déjà, bien que le vaisseau n'ait pas encore complètement traversé. Cette traversée complète a eu lieu le 25 août 2012. L'héliopause, la fin du système solaire. L'héliopause est la limite extérieure ultime de l'héliosphère. C'est la ligne spécifique où la pression extérieure du vent solaire est exactement équilibrée par la pression entrante du milieu interstellaire. Au-delà de l'héliopause, vous n'êtes plus dans l'héliosphère. Vous êtes dans l'espace interstellaire. L'espace entre les étoiles, rempli de matière provenant d'autres systèmes solaires, éjectés par d'autres soleils il y a longtemps, flottant à travers la galaxie selon ses propres termes. C'est, au sens physique le plus littéral, que notre système solaire s'arrête. Voyager 1 a traversé l'héliopause le 25 août 2012, à une distance d'environ 120 et une unité astronomique du Soleil, soit environ 11 milliards de milles. Le croisement n'était pas immédiatement évident à partir des données, en partie parce que l'instrument scientifique plasma de Voyager avait cessé de fonctionner en 1980, éliminant l'outil le plus direct pour mesurer la transition. Les scientifiques ont dû reconstituer l'image à partir d'autres instruments. Le nombre de particules solaires et énergie a chuté brutalement, passant d'environ 25 particules par seconde à près de 2. Presque simultanément, le nombre de rayons cosmiques galactiques a été fait 3 fois. Le fait que les deux lectures tournent presque simultanément, se produisant dans les mêmes quelques jours, était un signe fort que la sonde avait passé d'un domaine physique à un domaine fondamentalement différent. Mais la confirmation finale a pris 1 an supplémentaire. Une poussée d'énergie du Soleil, une éjection de masse coronale, avait quitté le Soleil en mars 2012. 13 mois plus tard, en avril 2013, cette perturbation a finalement atteint la position de Voyager 1 et a fait osciller le plasma autour du vaisseau spatial comme une corde pulsée. L'instrument à ondes plasma a détecté cette oscillation et grâce à sa fréquence, les scientifiques ont pu calculer la densité du plasma entourant la sonde. Le résultat fut une densité de plasma environ 40 fois supérieure à tout ce qui était mesuré dans l'héliosphère. Exactement ce à quoi on s'attendrait dans l'espace interstellaire. Lorsque les scientifiques ont examiné les données, ils ont trouvé une version plus faible de la même oscillation d'octobre 2012. Et en triangulant entre les deux événements, ils ont confirmé que la traversée réelle de l'héliopause avait eu lieu en août 2012. La NASA a officiellement annoncé la confirmation en septembre 2013, soit 1 an après la traversée. Voyager 1 se trouvait dans l'espace interstellaire. Voyager 2 a traversé l'héliopause en novembre 2018, à environ 119 unités astronomiques du Soleil, légèrement plus près que le point de croisement de Voyager 1 et venant d'une direction complètement différente. Voyager 2 disposait toujours d'un instrument scientifique du plasma fonctionnel, offrant aux scientifiques quelque chose qu'ils avaient manqué lors du crossover de Voyager 1. Une mesure directe et en temps réel de l'environnement plasma lors de la transition de la sonde de l'héliosphère vers l'espace interstellaire. La densité du plasma a fortement augmenté à la limite. Les particules solaires ont disparu.
les rayons cosmiques galactiques atteignirent le Jimbontoa-Osliu au nouveau niveau stable. La traversée était même sans ambiguïté. Ismaen Gwondi Kushi. Contrairement à celle de Voyager 1, elle n'a pas nécessité de mesures indirectes ni d'analyse d'un an pour la confirmer. Ce que les deux sondes ont détecté dans et autour de l'héliopause a surpris les scientifiques de plusieurs façons. La température du plasma dans la zone juste à l'extérieur de l'héliopause se situait entre 30 000 et 50 000 degrés Celsius. Pour une région qui ne reçoit pratiquement aucune lumière directe du Soleil de notre Soleil et qui se trouve à des milliards de milles de l'étoile la plus proche, c'est un chiffre extraordinaire. La chaleur provient de la compression du plasma lorsque le vent solaire s'accumule contre la limite extérieure, accumulant de l'énergie comme l'air se réchauffe lorsqu'on le comprime rapidement. Mais la température n'est pas uniforme. Certaines régions sont plus chaudes, d'autres plus froides, créant une mosaïque de conditions plasmatiques à travers la zone frontière. Les scientifiques ont surnommé la région le mur de feu. C'est une étiquette vive, mais un peu trompeuse. La densité des particules est si extrêmement faible que, bien que les particules individuelles se déplacent très vite, ce que mesure la température dans le plasma, il n'y en a presque aucune. Si un humain pouvait flotter dans cette région, il ne subirait pratiquement aucun transfert de chaleur. Le mur de feu, c'est de la vraie physique, mais c'est un mur fait presque de rien. Peut-être la découverte la plus intrigante de l'héliopause fut l'alignement des champs magnétiques de chaque côté de la frontière. Juste à l'intérieur de l'héliosphère, le champ magnétique se dirige dans une direction particulière fixée par le champ du Soleil lui-même. Juste à l'extérieur, dans l'espace interstellaire, le champ s'étend presque dans la même direction. Les champs sont à peu près parallèles à travers la frontière. Voyager 1 a détecté cela en premier. Voyager 2, traversant depuis une direction complètement différente, l'a confirmé. Les deux environnements magnétiques se rencontrent lors de l'héliopause d'une manière bien plus alignée que ce que tout modèle avait prédit. Ce n'était pas prévu. Les scientifiques avaient supposé que le champ magnétique interstellaire atteindrait l'héliopause sous un angle différent selon la direction du Soleil dans la galaxie. Un champ aligné suggère plutôt que le Soleil flotte dans ce voisinage particulier de l'espace interstellaire depuis longtemps, suffisamment longtemps, pour que le milieu environnant soit organisé en une configuration reflétant la présence propre de l'héliosphère. C'est comme si le milieu interstellaire avait été façonné sur des millions d'années par le même champ magnétique que le Soleil produit depuis toujours. Elle nous apprend quelque chose de précis et de subtil sur notre position dans la Voie lactée et sur la longue histoire de la région de l'espace interstellaire que nous occupons actuellement. Le bourdonnement de l'espace interstellaire. Après avoir franchi l'héliopause et pénétré dans le véritable espace interstellaire, les instruments de voyageurs continuèrent à envoyer des relevés de territoire qu'aucun autre objet créé par l'homme n'avait jamais entouré. La plupart des mesures des instruments confirmaient ce que les scientifiques attendaient. Les particules solaires avaient disparu, les rayons cosmiques galactiques s'étaient installés dans un nouveau schéma stable. Et la densité du plasma était constamment plus élevée qu'à l'intérieur de l'héliosphère. Mais alors quelque chose est apparu dans les données que personne n'avait cherchées. À partir de 2017 environ, le sous-système d'ondes plasma, l'instrument conçu pour capter les oscillations dans le gaz électriquement chargé du plasma, a commencé à détecter un signal faible, étroit et stable. Ce n'est pas venu d'une éruption solaire. Elle n'a été déclenchée par aucun événement détectable. C'était
simplement là, une oscillation calme et persistante, à peine au-dessus du plancher bruyant de l'instrument, constante en fréquence, se poursuivant mois après mois et année après année. Des scientifiques de l'Université Cornell ont publié leur analyse en 2020, un dans la revue Nature Astronomy. Ce que Voyager 1 détectait depuis au moins 2017, c'était une vibration constante et de basse intensité dans le plasma interstellaire. Un bourdonnement de fond produit par le milieu interstellaire lui-même, motivé par les propriétés du gaz entre les étoiles, plutôt que par ce que faisait le Soleil. Le chercheur principal a proposé une analogie. Une éruption solaire frappant un plasma interstellaire est comme la foudre dans un orage, dramatique, intense et immédiatement détectable. Avant la découverte du bourdonnement, les scientifiques ne pouvaient étudier le plasma interstellaire que lorsqu'un de ses rayons solaires le perturbait. Ils étudiaient le tonnerre pour apprendre à connaître la tempête. Le bourdonnement, ce n'est comme une pluie douce et régulière, plus calme et moins dramatique, mais plus révélateur des propriétés sous-jacentes du médium. Grâce au bourdonnement, les scientifiques peuvent y mesurer en continu la densité et la structure du milieu interstellaire, entre les perturbations solaires, et pas seulement pendant celles-ci. À mesure que Voyager 1 s'éloigne du Soleil, la fréquence et l'intensité changeante du bourdonnement cartographieront la variation de la densité du milieu interstellaire d'une région à l'autre. C'est un outil pour explorer une partie de la galaxie qu'aucun autre instrument ne peut atteindre. Et il a été découvert par un engin spatial lancé en 1977, fonctionnant avec environ 250 watts de puissance, transmettant des données à un rythme plus lent qu'un modem commuté des années 1990. Les contraintes d'ingénierie sont presque comiques d'un point de vue moderne. Toute la mémoire à bord de Voyager 1 est d'environ 70 kilooctets, soit plus petite qu'une seule photo numérique basse résolution. Et pourtant, à partir de cette marge étroite de capacité, elle continue de faire des découvertes qui nécessitent une nouvelle science pour être expliquée. Le disque d'or, le message de l'humanité dans une bouteille. Avant d'approfondir ce que Voyager a découvert, il vaut la peine de réfléchir à ce que chaque sonde transporte, car elle dit quelque chose d'important sur qui nous étions lorsque nous les avons envoyés, et ce que nous espérions communiquer sur nous-mêmes à ceux qui pourraient un jour les trouver. Sur le côté de chaque vaisseau voyagé se trouve un disque en cuivre plaqué hors de 12 pouces, appelé le disque d'or. C'était l'idée de l'astronome Carl Sagan, et le processus de montage a pris presque un an. Sagan a réuni une équipe comprenant l'astronome Frank Drake, la scénariste et productrice Anne Druyan, l'artiste John Lomberg, le rédacteur en chef de Rolling Stone Timothy Ferris, et d'autres. Et ensemble, ils ont affronté l'un des défis curatoriaux les plus inhabituels de l'histoire. Décider quels sons et images représentent le mieux toute l'humanité, pour un public qui ne sait peut-être rien de nous. Le disque contient 50 images de la Terre et de sa vie, incluant des images du Soleil et des planètes, des définitions mathématiques, des structures chimiques, des plantes, des animaux, des humains à différents stades de la vie, ainsi que des scènes de la vie quotidienne à travers le monde. Ces images sont encodées en analogique directement dans les rainures du disque. Le même disque contient des sons naturels de la Terre, vent, pluie et houle de l'océan, chants d'oiseaux, chants de baleines à bosses enregistrées, avec des hydrophones au large des Bermudes, criquets
et grenouilles chantant, battements de cœur humains, pas, rire et baiser. On y trouve des salutations parlées dans 55 langues, allant de l'akkadien ancien, langue parlée en Mésopotamie il y a environ 6000 ans, aux langues modernes parlées sur tous les continents habités. Les salutations vont du formel au chaleureusement décontracté. En amois, un dialecte chinois, le message se traduit par « Amis de l'espace, comment allez-vous tous? Ont-ils déjà mangé? Viens nous rendre visite si tu as le temps. » La dernière salutation de la séquence est c'est venu en anglais d'un enfant, le jeune fils de Carl Sagan, Nick, qui a simplement dit « Dieu bonjour de la part des enfants de la planète Terre ». L'album comprend également 90 minutes de musique issue de cultures du monde entier. Il comprend des pièces classiques de Bach, Beethoven, Mozart et Stravinsky. Il comprend de la musique vocale classique indienne, de la musique folklorique azerbaïdjanaise, des enregistrements d'instruments chinois, de flûtes péruviennes, de percussions sénégalaises, de chansons folkloriques bulgares, ainsi qu'un enregistrement d'une communauté isolée des îles Salomon. Et il inclut Johnny B. Good de Chuck Berry, un choix que Carl Sagan a dû défendre malgré les objections du folkloriste Alan Lomax, qui soutenait que le rock and roll était trop adolescent pour représenter l'humanité aux yeux des stars. La réponse de Sagan, selon ceux qui étaient présents, a été « Il y a beaucoup d'adolescents sur la planète ». Anne Druyan, qui a été directrice artistique du projet et qui est tombée amoureuse de Carl Sagan pendant la réalisation, a passé un appel téléphonique impulsif au milieu de l'œuvre, apportant quelque chose d'unique et personnel à l'album. Elle a accepté que ses ondes cérébrales soient enregistrées par électroencéphalogramme pendant 1 heure. Pendant cette heure, il médita sur une série préparée de réflexions à propos de la Terre, de l'humanité, de ce qu'il voulait communiquer. Et elle pensait aussi, pendant cette séance d'enregistrement, à Carl, quelques jours après s'être fiancée avec lui. Ses ondes cérébrales étaient compressées et encodées sur le disque. Savoir si une civilisation rencontrant voyager dans des milliards d'années pourrait un jour décoder ce que signifie un motif cérébral humain, ou si elle pourrait en déduire l'état émotionnel d'une personne nouvellement amoureuse, reste une question totalement ouverte. Mais Druyan a déclaré qu'il trouve significatif que, quelque part dans les sillons d'un disque voyageant dans l'espace interstellaire, ce moment soit préservé. Une histoire d'amour, encodée dans la physique, flottant dans l'obscurité entre les étoiles. Gravée à la main sur la surface interne de chaque disque, se trouve une inscription manuscrite, le seul exemple d'écriture humaine sur l'une ou l'autre sonde. Il dit « Ô créateur de musique, tous les mondes, tous les temps ». La couverture protectrice de chaque disque est gravée d'instructions symboliques sur la façon de le jouer. Comment identifier la position de la Terre dans le cosmos en utilisant le temps des pulsars comme une sorte de carte galactique? Et comment déterminer, à partir de la désintégration radioactive d'un isotope spécifique, depuis combien de temps le disque voyage? L'ensemble du système a été conçu pour être interprété par toute civilisation suffisamment avancée sans nécessité de connaissances préalables sur la langue, la technologie ou la culture humaine. Ce fut un acte d'un optimisme étonnant, mais aussi d'une humilité intellectuelle remarquable, car les concepteurs devaient réfléchir soigneusement à ce qui est véritablement universel et à ce qui nous est simplement familier.
Les chances que les sondes voyagées soient un jour retrouvées par une autre civilisation sont essentiellement nulles. L'espace est si vaste et les sondes si petites qu'une rencontre aléatoire avec une civilisation extraterrestre dans le milieu interstellaire nécessiterait une coïncidence si improbable qu'elle ne mérite guère d'être calculée. Mais comme l'a écrit un conseiller de projet dans le livre accompagnant l'album, le véritable public du disque d'or pourrait ne pas être des extraterrestres. Cela pourrait être les milliards d'humains sur Terre qui, en apprenant que le disque était en cours, ont été invités à poser une question profondément importante. Si nous devions choisir aujourd'hui ce qui nous définit en tant qu'espèce, que dirions-nous ? À quoi jouerions-nous ? Que voudrions-nous que l'univers sache de qui nous sommes ? Cette réflexion, faite par des millions de personnes ayant entendu parler du projet, pourrait être le résultat le plus significatif de tout cet effort. Le président Jimmy Carter a écrit un message qui a été inclus sur le disque sous forme d'image. Une partie dit « C'est un cadeau d'un petit monde lointain, une démonstration de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre époque pour pouvoir vivre dans la leur. Les disques sont conçus pour survivre au moins 1 milliard d'années dans les conditions de l'espace interstellaire. Dans environ 40 000 ans, Voyager flottera à moins de 1,6 années-lumière d'une étoile appelée Gliese 445. Voyager 2 passera à une distance similaire d'une étoile appelée Ross 248 à peu près à la même échelle de temps. Aucune des sondes ne s'arrêtera à ces étoiles. Elles se contenteront de flotter, poursuivant leur voyage dans la galaxie, silencieuses et impuissantes, portant leur disque. Dans environ 5 milliards d'années, lorsque le Soleil aura épuisé son carburant et sera étendu en une géante rouge qui engloutit la Terre, les 2 sondes voyagées continueront de voyager. Les disques seront toujours intacts. Les inscriptions gravées seraient encore lisibles si quelqu'un était là pour les lire. Ce que les 2 croisements nous apprennent sur la forme de l'héliosphère. L'une des leçons les plus complètes tirées des 2 traversées de l'héliopause de Voyager est ce qu'elle révèle sur la forme de l'héliosphère dans son ensemble. L'image dominante avant Voyager était que l'héliosphère aurait à peu près la forme d'une comète. Du côté orienté vers le mouvement du Soleil à travers la galaxie, l'héliosphère serait émoussée et arrondie, le nez. De l'autre côté, elle s'étendrait en une longue queue, comme les comètes développent des queues tournées à l'opposé du Soleil. Cela semblait physiquement raisonnable. Le vent solaire pousse contre le milieu interstellaire, créant un bord d'attaque. Et au-delà des matériaux en courant, emporte le matériau héliosphérique derrière le Soleil. Les données de Voyager ont exercé une pression importante sur cette image. Voyager 1 a traversé l'héliopause à 120 et une unités astronomiques se dirigeant vers le nord, en dehors du plan du système solaire. Voyager 2 l'a franchi à 119 unités astronomiques en direction sud. Les 2 distances sont très similaires, une différence d'environ 2 unités astronomiques, même si les sondes se sont croisées dans des directions opposées. Si l'héliosphère était considérablement allongée dans une direction, on s'attendrait à ce que les mesures prises dans la direction nord-sud reflètent cette asymétrie. Les distances presque identiques suggèrent donc que l'héliosphère est plus symétrique dans cette dimension que ce que le modèle de comète laisse entendre. IBEX, l'Interstellar Boundary Explorer, a ajouté plus de complexité. Cette mission de la NASA ne voyage physiquement nulle part.
mais elle cartographie l'héliosphère depuis l'orbite terrestre en détectant des atomes neutres énergétiques s'écoulant vers l'intérieur depuis les régions frontières. IBEX a découvert un ruban inattendu d'émissions de particules intensément concentrées enveloppant une grande partie de l'héliosphère dans un schéma qui ne correspond pas du tout au modèle classique de la comète. L'origine du film fait encore débat. Une explication majeure la relie à la géométrie du champ magnétique interstellaire local, où l'orientation de la ligne de champ crée une région spécifique où les particules s'agglutinent. D'autres ont proposé des mécanismes différents. Ce qui est admis, c'est que la bande révèle une structure à la limite de l'héliosphère que les modèles prévoyageurs n'avaient pas été conçus pour prévoir. IMAP, la sonde interstellaire de cartographie et d'accélération, a été lancée en 2024 comme prochaine étape de la cartographie à distance de l'héliosphère. Il est conçu pour construire une image beaucoup plus détaillée des régions frontières que ce que l'IBEX pourrait obtenir. Mais elle, comme IBEX, ne va nulle part. Il cartographie l'héliosphère à distance. Ce que Voyager a définitivement établi, c'est que l'héliosphère est une structure vivante et respirante. Le choc de terminaison et l'héliopause évoluent tous deux avec le cycle solaire. La gaine d'héliosphère est turbulente et remplie d'une structure magnétique qu'aucun modèle à régime stationnaire n'avait anticipé. L'héliopause elle-même est une zone d'interaction complexe plutôt qu'une ligne nette et honnête. Et le milieu interstellaire de l'autre côté est plus actif et structuré que quiconque ne l'aurait imaginé avant que Voyager ne l'atteigne. Le miracle technique de garder Voyager en vie. Ce que Voyager a accompli scientifiquement est indissociable de l'histoire technique de la vie des sondes. L'équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA prend des décisions de plus en plus difficiles quant à ce qu'il faut sacrifier et quand, toujours dans le but de maintenir les capteurs les plus importants en fonctionnement aussi longtemps que possible. Certaines de ces décisions ont eu des conséquences permanentes. Une fois qu'un chauffage est éteint pour économiser de l'énergie, le composant qu'il maintenait au chaud peut descendre à une température où il ne peut plus fonctionner et ne peut plus être redémarré. Une fois qu'un instrument scientifique est éteint pour économiser des watts pour se juger les plus critiques, cet instrument disparaît. Les décisions prises aujourd'hui par l'équipe de Voyager résonnent avec ce que les scientifiques pourront apprendre demain. Chaque watt économisé sur un chauffage est un watt disponible pour un détecteur à plasma. Chaque instrument désactivé est un flux de données terminé. L'équipe parvient constamment à cet équilibre, grâce à 2 engins spatiaux séparés de la Terre par des distances mesurées en milliards de miles, communiquant à travers un fossé qui met près d'une journée à franchir, même à la vitesse de la lumière. Ce trajet aller-retour de 45 heures pour chaque communication fait partie de ce qui rend les problèmes inévitables si difficiles à résoudre. Lorsque Voyager 1 a été lancé pour la première fois en 1977, un voyage de communication aller-retour avec la sonde ne durait que quelques minutes. Au fil des années et de l'augmentation de la distance, le temps de trajet de la lumière augmenta, d'abord lentement, puis s'accélérant à mesure que la sonde dépassait les orbites des planètes. Aujourd'hui, un signal envoyé à Voyager met 22,5 heures à arriver. La réponse met encore 22,5 heures à arriver. Entre le moment où un ingénieur envoie une commande et celui où il sait si cela a fonctionné, presque 2 jours entiers terrestres passent. Pendant ce temps, le vaisseau continue d'effectuer ce qu'il faisait avant l'envoi de la commande, incapable de recevoir de correction
ou d'ajustement. Si une commande produit un résultat inattendu, identifier le problème et envoyer une commande corrective nécessite une attente supplémentaire de 45 heures. Manipuler un engin spatial dans ces conditions, surtout un avec des composants vieillissants et parfois peu fiables, demande une patience et une prévoyance extraordinaires. Les commandes doivent être écrites en partant du principe qu'aucune correction immédiate ne sera possible. Les réponses de contingence doivent être construites à l'intérieur. Chaque action doit être soigneusement réfléchie avant d'être envoyée, car les conséquences d'une erreur ne seront connues que pendant près de 2 jours. Fin 2023, Voyager 1 a commencé à transmettre des données corrompues. Pas des lectures scientifiques confuses. Un signal répété et totalement incompréhensible que l'équipe du GPL ne pouvait pas interpréter comme significatif. La crainte était qu'un des 3 ordinateurs à bord du vaisseau ait échoué d'une manière fondamentale. Après des mois de travail de diagnostic minutieux, chaque test nécessitant un autre aller-retour de 45 heures, les ingénieurs ont retracé le problème jusqu'à une seule puce mémoire endommagée dans l'ordinateur du système de données de vol, l'ordinateur chargé d'intégrer les données scientifiques et les relevés techniques dans le signal transmis vers la Terre. Plus précisément, une petite section de la mémoire de la puce avait été corrompue, et le code stocké dans cette section produisait des sorties inutilisables au lieu de données valides. La solution nécessitait de rediriger le code stocké dans la section endommagée de la puce vers d'autres parties de la mémoire de l'ordinateur qui fonctionnaient encore. Cela peut sembler simple, mais la mémoire totale utilisable de l'ordinateur s'élève à environ 70 kilo-octets. Adapter le code redirigé dans l'espace disponible, tout en maintenant toutes les autres fonctions que l'ordinateur devait accomplir, nécessitait un travail d'ingénierie minutieux qui dura des mois. Chaque étape devait être testée et vérifiée via une fenêtre de communication de 45 heures. La solution a fonctionné. Les transmissions de données de Voyager 1 furent rétablies, et les données scientifiques recommencèrent à affluer après des mois de perturbations. En 2024, un chauffage associé à l'un des sous-systèmes internes de Voyager 1 a déclenché une réponse automatisée de protection contre les pannes. Les systèmes de sécurité intégrés du vaisseau, détectant l'anomalie de température, ont désactivé l'émetteur radio principal et sont passés à un émetteur de secours qui n'avait pas été utilisé depuis 1981, il y a plus de 40 ans. Depuis la Terre, cela apparut soudainement. Le signal familier de l'émetteur principal de Voyager a disparu, remplacé par un signal beaucoup plus faible qui nécessitait une recherche minutieuse pour être localisé. Les ingénieurs ont dû reconfigurer les antennes spatiales lointaines des 3 complexes d'antennes de la NASA, à Goldstone, Californie, Madrid, Espagne, et Canberra, Australie, pour rechercher et réparer le signal de secours faible. Une fois trouvé, ils devaient évaluer la situation, diagnostiquer ce qui avait déclenché la réponse de protection contre les panneaux, élaborer un plan pour revenir à l'émetteur principal et exécuter ce plan pendant la fenêtre de communication aller-retour de 45 heures. Tout le processus a duré des semaines. Et à travers tout cela, l'émetteur de secours, après avoir passé 4 décennies dans le froid profond de l'espace, continuait de fonctionner. Le fait que cela ait fonctionné après toutes ces années témoigne silencieusement des standards d'ingénierie d'une époque où la NASA construisait des machines qu'elle espérait voir durer. Début 2025, la NASA avait décidé d'arrêter d'autres instruments scientifiques sur les 2 sondes
afin de prolonger la durée de vie de celles restantes. Le sous-système de rayons cosmiques de Voyager 1 a été arrêté en février 2025. D'autres coupures de courant sont attendues sur les 2 sondes dans les années à venir. L'objectif est de maintenir au moins un instrument scientifique en fonctionnement sur chaque engin spatial jusqu'aux années 2030, afin de maintenir le flux des données aussi longtemps que possible. Après cela, le signal finira par s'estomper en dessous de ce que les antennes du Deep Space Network peuvent détecter de manière fiable. Et la mission officielle prendra fin. Mais les vaisseaux spatiaux ne s'arrêtent pas. Ils continueront d'avancer. À environ 38 000 miles par heure, les 2 sondes continueront à flotter loin du Soleil pendant des millions d'années. Dans environ 300 ans, Voyager 1 atteindra le bord intérieur du nuage d'Oort, la coquille sphérique lointaine de corps glacés qui marque le domaine gravitationnel le plus externe du Soleil. Le nuage d'Oort est la source des comètes à longue période. Des corps glacés dont les orbites s'étendent si loin du Soleil qu'une seule orbite prend des milliers, voire des millions d'années. Il faudra encore 30 000 ans à voyager, un pour passer à travers. Au-delà du nuage d'Oort, il n'y a rien de gravitationnellement connecté à notre Soleil. Après ce crossover, Voyager 1 sera complètement, définitivement parmi les stars. La vision d'ensemble, ce que signifie voyager. Il vaut la peine de s'arrêter, avant de conclure, pour réfléchir à ce que représente la mission voyager dans le contexte plus large de l'exploration. Car son importance va au-delà des découvertes spécifiques qu'elle a faites. Avant voyager, le système solaire extérieur était presque totalement inconnu. Nous savions que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune existaient. Nous pourrions mesurer leurs propriétés de base à partir de la Terre, leur taille, leurs orbites, leur composition approximative. Nous avions des images approximatives. Mais les détails, la météo, les lunes, les anneaux, les champs magnétiques, les surfaces, étaient presque complètement vierges. Lorsque les 2 sondes ont été lancées en 1977, le système solaire externe était un ensemble de points lointains et sans relief, même sur les meilleurs télescopes. Au moment où la phase de rendez-vous planétaire s'est terminée en 1989, il était devenu un lieu familier. Des dizaines de nouvelles lunes avaient été découvertes, chacune avec son propre caractère. Les systèmes d'anneaux avaient été cartographiés en détail. La dynamique atmosphérique avait été mesurée. Des environnements magnétiques avaient été caractérisés. Le système solaire extérieur s'est passé d'une quasi-inconnue à une partie du système solaire que les scientifiques pouvaient en décrire en termes spécifiques et détaillés. Cette transformation s'est produite parce que 2 vaisseaux spatiaux sont allés là-bas et ont observé. La même chose se produit maintenant, beaucoup plus lentement, avec l'héliosphère externe. Avant le début de la phase de la mission interstellaire de Voyager, la structure externe de l'héliosphère était une construction théorique. L'accident de terminaison était attendu entre 80 et 150 unités astronomiques. L'héliopause était attendue entre 100 et 200 unités astronomiques. Le caractère de la gaine d'héliosphère était inconnu. La structure de l'héliopause elle-même était inconnue. Le milieu interstellaire au-delà n'avait jamais été échantillonné directement. Toutes ces connaissances venaient de la théorie, pas de la mesure. Maintenant, grâce à Voyager, elle a été mesurée. Pas entièrement, 2 croisements
dans deux directions laissent d'énormes écarts dans notre compréhension de la structure entière de l'héliosphère. Mais les découvertes spécifiques que Voyageur a faites, le choc de la terminaison du souffle, la mousse de la gaine d'héliosphère de bulles magnétiques, la zone de stagnation, l'autoroute magnétique, l'héliopause chaude et structurée, le bourdonnement persistant du milieu interstellaire sont des résultats réels et mesurés qui limitent en juste ce que les théories peuvent dire. Ce sont des ancres que tout modèle d'héliosphère doit désormais expliquer. C'est ainsi que fonctionne la science à son meilleur. Vous construisez la meilleure théorie possible à partir de preuves indirectes. Ensuite, tu vas voir directement. Et ce que vous trouvez révèle quelle partie de la théorie est injuste, lesquelles étaient fausses, et lesquelles ne posaient même pas les bonnes questions. Les données de Voyageur ont fait les trois choses. Certaines prédictions ont été confirmées, certains furent complètement démolis. Et certains de ce que Voyageur a trouvé, la mousse magnétique, la zone de stagnation, les champs magnétiques alignés pendant l'héliopause, étaient tellement éloignés de tous les cadres théoriques qu'ils nécessitaient une toute nouvelle réflexion pour être expliqués. C'est la marque d'une véritable bonne exploration. Aucune confirmation. Surprise. Les personnes qui ont construit Voyageur au début des années 1970 n'auraient pas pu prévoir ce qu'ils trouveraient lors de l'héliopause, car celle-ci restait encore en grande partie théorique lors de la conception des instruments. Ils choisirent que les meilleurs capteurs possibles pour la mission qu'ils connaissaient, les survols de Jupiter et Saturne, et firent confiance à ce que ces mêmes capteurs leur diront quelque chose de significatif sur ce qui allait suivre. Cette confiance a été récompensée. Le sous-système d'ondes plasma qui a finalement entendu le bourdonnement de l'espace interstellaire a été conçu pour étudier la foudre dans l'atmosphère de Jupiter. Le magnétomètre qui mesurait les champs alignés lors de l'héliopause était conçu pour étudier le puissant environnement magnétique de Jupiter. Les instruments ont dépassé leur usage initial et ont trouvé un tout nouveau rôle, car les scientifiques à la tête de la mission demandaient sans cesse ce que ces instruments pouvaient leur dire sur l'endroit où se trouvaient les sondes. Cette adaptabilité, cette volonté de continuer à poser des questions sur des instruments fonctionnant bien au-delà de leurs paramètres de conception initiale, est l'un des aspects les moins célébrés de la mission Voyageur et l'un des plus importants. C'est une leçon qui s'applique bien au-delà de l'exploration spatiale. Nous avons construit 2 machines en 1977, les avons pointées vers le système solaire externe, et nous étions convaincus que ce qu'ils trouveraient vaudrait la peine d'être trouvé. Près de 50 ans plus tard, cette confiance a été récompensée au-delà de tout ce que quiconque aurait pu imaginer lors du lancement des sondes. Ce qui va suivre, à quoi ressemblera le milieu interstellaire à mesure que Voyageur s'éloignera à l'intérieur, ce qu'une future sonde interstellaire pourrait découvrir si elle est un jour construite et lancée, à quoi ressemble l'héliosphère dans des directions que Voyageur n'a jamais empruntées, reste à découvrir. Mais la base de ces travaux futurs réside dans les données que 2 petits engins spatiaux vieillissants et sous-alimentés transmettent dans l'obscurité depuis près d'un demi-siècle. Cette base est remarquable, et cela sera construit pendant longtemps. Actuellement, aucun vaisseau n'est en voie de répéter ou d'étendre ce que Voyageur a fait dans le système solaire extérieur de la même manière directe. IBEX et IMAP cartographient l'héliosphère à distance. New Horizons
après son survol historique de Pluton en 2015 et de l'objet plus lointain de la ceinture de Kuiper-Arrokoth en 2019, se déplace vers l'extérieur à une vitesse plus lente que n'importe lequel des voyageurs et n'atteindra pas le choc de terminaison avant plusieurs décennies. Il transporte des instruments plus modernes, mais ce n'est pas une mission interstellaire dédiée. Et il n'est pas conçu pour atteindre l'héliopause selon une chronologie que quelqu'un travaillant aujourd'hui en sciences planétaires pourrait voir. La communauté scientifique plaide depuis de nombreuses années pour une mission dédiée à la sonde interstellaire. La proposition a été largement étudiée à la NASA et a reçu un fort soutien lors d'enquêtes décennales qui ont établi des priorités pour la science planétaire. Une telle sonde serait conçue de A à Z avec un seul objectif: atteindre l'héliopause et au-delà aussi rapidement que possible, en utilisant une propulsion avancée pour atteindre une vitesse nettement supérieure à celle de Voyager. Le concept prévoit d'utiliser un survol rapproché du Soleil, une assistance gravitationnelle dans sa forme la plus extrême, combinée à un étage supérieur puissant pour accélérer le vaisseau spatial à une vitesse pouvant atteindre l'héliopause en environ 15 à 20 ans. Il transporterait un ensemble complet d'instruments modernes. Contrairement à Voyager 1, il disposerait d'un détecteur de science du plasma fonctionnel capable de mesurer directement la densité, la température et la vitesse du plasma au croisement de l'héliopause. Contrairement aux deux sondes Voyager, elle pourrait être orientée dans une direction offrant aux scientifiques un point de croisement différent des trajectoires nord et sud déjà mesurées, potentiellement vers le nez de l'héliosphère, ou vers la queue, ou à un angle spécifique déterminé par ce qui serait le plus utile scientifiquement. Avec 3 points de croisement au lieu de 2, les scientifiques commenceraient à disposer de suffisamment de données pour cartographier réellement la forme de l'héliosphère plutôt que de simplement l'inférer. La sonde pourrait également transporter des instruments spécifiquement conçus pour étudier le milieu interstellaire, caractériser sa composition, mesurer sa structure magnétique et échantillonner le matériau réel entre les étoiles. Elle pourrait s'appuyer sur la détection du bourdonnement interstellaire de plasma par Voyager 1 et étudier si ce bourdonnement varie en caractère à mesure que la sonde s'éloigne du Soleil et s'éloigne dans différentes régions du milieu interstellaire local. Il pouvait transporter des images capables de regarder l'héliosphère depuis l'extérieur, ce que les caméras de Voyager étaient trop limitées pour faire, et que l'IBEX et l'IMAP ne peuvent qu'approcher de l'intérieur. En 2025, aucune mission de sonde interstellaire n'a été approuvée ni dotée d'un budget fixe. L'argument scientifique est solide et largement soutenu. Mais les décisions de financement des missions de sciences planétaires sont prises à travers un processus complexe, impliquant des priorités concurrentes, des budgets totaux et des délais qui s'étendent sur plus d'une décennie, de l'approbation initiale au lancement. Ce qui se passe ensuite est vraiment incertain. Ce qui n'est pas incertain, c'est ce que les sondes voyageurs existantes ont accompli. Les 2 sondes sont disponibles en ce moment, se déplaçant à travers l'espace interstellaire à environ 38 000 miles par heure. Ces cœurs de plutonium sont encore assez chauds pour maintenir quelques circuits en marche. Ses antennes pointaient toujours vers une étoile jaune pâle qui n'est plus qu'une parmi des milliers dans son ciel, notre Soleil, indiscernable des autres à cette distance, reconnaissable seulement par des instruments qui connaissent sa signature radio exacte. Chaque jour, un murmure d'un signal radio parcourt 15 milliards de miles à la vitesse de la lumière et atteint
les immenses antennes paraboliques du Deep Space Network de la NASA, en Californie, en Espagne, en Australie, sous forme d'un signal si faible que sa détection nécessite de soustraire le bruit thermique de l'univers lui-même pour le trouver en arrière-plan, transporter les données, relevé de température, nombre de particules, mesure du champ magnétique. Une faible description électromagnétique de l'espace entre les étoiles, transmise à la Terre depuis un instrument de la taille d'une table basse, alimenté par la chaleur du plutonium en décomposition, fixé à un vaisseau spatial assemblé par des mains humaines il y a plus de 50 ans. Nous avons envoyé 2 machines dans l'obscurité en 1977. Les avons pointées vers l'inconnu et elles se rapportent depuis. Nous écoutons toujours. Ils parlent encore, et ce qu'ils continuent de découvrir, décennie après décennie, bien après que personne n'aurait cru qu'ils fonctionneraient encore, c'est que l'univers autour de nous est plus étrange, plus riche, plus dynamique et plus incroyable que ce que nous avions imaginé lorsque nous les avons d'abord montrés vers l'extérieur et laissés partir. Si vous êtes restés avec nous pour toute cette histoire, merci. La mission Voyager, et c'est l'un de ces rares chapitres où les machines ont dépassé toutes les attentes. L'univers s'est avéré bien plus étrange que ce que disaient les manuels, et où les découvertes ont continué d'arriver, bien après que personne ne l'aurait cru.